Bonjour à tous, bienvenue à l'Exhibicon. OK Google démarre le slot les assistants du futur. 2022, c'est déjà demain. Donc en fait, le but, c'est qu'on se projette un peu dans ces nouveaux devices qui sont les assistants. J'ai pas mis assistants vocaux parce qu'on va aller un peu plus loin. Alors, je me présente rapidement. Je suis Julien Smadja. Je suis senior full stack développeur chez Xebia. J'ai 11 ans d'expérience et ça fait 7 ans que je travaille chez Xebia. Vous avez quelques mots-clés pour voir un peu les technos que j'aime, mon Twitter, mon GitHub. Qui parmi vous connaît la série Black Mirror? Un peu plus de la moitié de la salle. Black Mirror, c'est une série qui se passe dans le futur, un futur très proche, un futur qui nous ressemble avec des personnages qui ont accès à une technologie un poil plus avancée que ce que nous, on connaît. Dans l'épisode White Christmas, on nous présente les assistants du futur. Et comment ça se passe, les assistants du futur? Il y a une opération chirurgicale et on va nous greffer un petit implant qui, pendant une semaine, va copier notre conscience. Au bout d'une semaine, on extrait cette conscience, on la met dans un petit objet qui ressemble un peu à un Google Home. Et en fait, on a une sorte d'intelligence artificielle qui est nous-mêmes, parce que qui nous connaît le mieux, à part nous-mêmes? Qui connaît comment on aime toaster notre pain, prendre nos rendez-vous, à quelle heure on a envie d'aller au restaurant, donc comment organiser sa vie? En fait, Black Mirror nous montre qu'on va avoir une copie de nous-mêmes qui sera notre assistant et qui va gérer notre vie. Alors, on n'en est pas là. On va voir comment on va s'approcher de ça. Tout d'abord, je vais balayer les évidences, c'est-à-dire tout ce qu'on ne va pas aborder là. On sait que les assistants vont être plus rapides. On sait que mois après mois, année après année, la technologie évolue. On est capable de processer plus rapidement les données. Les assistants vocaux actuellement vont forcément être plus précis, plus pertinents. C'est-à-dire qu'actuellement, dans les 4 grands acteurs du moment, on a Amazon, Microsoft, Google et Apple. Chacun a son assistant. On est capable de benchmarker les solutions et de savoir ceux qui répondent le plus précisément et le plus rapidement aux questions. Donc ça, on sait que ça va forcément aller plus vite. Donc ce n'est pas ce qui va nous intéresser. On sait aussi que les devices actuels vont commencer à se miniaturiser. Donc ça, c'est un futur qu'on voit très facilement. Ça sera plus vite, ça sera plus petit, ça sera plus sécurisé. Plus sécurisé, je vais revenir après là-dessus. Ce qui va se passer dans les années à venir, c'est que ces fameux assistants, ils vont faire partie de notre quotidien. Actuellement, ce qu'on a comme assistant, c'est soit les devices comme le Google Home qui est à la maison, par exemple, ou notre téléphone mobile avec dedans Siri. Ils vont commencer à nous suivre. Ils ne seront pas seulement à la maison, ils seront aussi à notre travail, dans la rue, dans les transports. Ça va commencer à se développer de plus en plus, de plus en plus. Mais ça va poser un petit problème. Parce que quand même, il faut de la sécurité. Et là, je vais vous parler de choses qui font peur, je m'excuse, et après on abordera des choses qui font un peu plus plaisir, mais la sécurité. Si on considère que dans les années à venir, notre assistant va nous suivre partout, et que notre assistant actuellement, il a des oreilles, puisqu'on peut lui parler, il aura peut-être aussi des yeux. Mais s'il a des oreilles, qu'est-ce qui peut se passer? Qui connaît cette affaire Burger King contre Google? Très peu de personnes. Et pourtant, c'est super important parce que ce qui s'est passé, c'est que Burger King, donc la marque qui a une chaîne de restaurants et qui fait des burgers, ils ont diffusé à la télévision une publicité. Au bout de quelques secondes, on voit le vendeur qui s'approche de la caméra et qui dit « Ok Google, quelle est la constitution du Whopper ?» Et ce qui s'est passé, c'est que tous les Google Home qui étaient à proximité de la télévision, ils se sont réveillés. Ah oui, on a dit OK Google, donc c'est le signal pour déclencher le Google Home. Et quand on demande quelle est la composition du Whopper, donc c'est le hamburger phare de Burger King, ça va lire la définition sur Wikipédia. Et qui dit Wikipédia dit on peut modifier la description d'une page. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de petits malins qui sont allés modifier la page Wikipédia
du Whooper, et du coup, à chaque fois que la pub passait et que on entendait OK Google, quelle est la composition du Whooper, eh bien, à la maison, on pouvait entendre que le Whooper était constitué de plein de choses fort désagréables. Vous imaginez ce que nous, internautes, quand on veut faire les petits malins, on est capable de faire. Donc depuis, je vous rassure, Google a désactivé cette commande pour le Whooper. Mais ce qu'on se dit, c'est waouh, j'ai mon petit assistant, et il y a quelqu'un d'autre que moi, qui n'est même pas dans mon salon, qui a pu interagir avec lui et lui faire des choses non désirées. Alors, je ne suis pas là pour juger si c'était un good buzz ou bad buzz, mais on se dit quand même, en termes de sécurité, il y a quelque chose à faire. Bon, on peut se dire, bon, ok, mon Google Home, il était là, je sais ce qui s'est passé, j'étais en train de regarder la télévision, mais plus grave, est-ce que vous savez ce que c'est que la Dolphin Attack? Pas grand monde. Mais imaginez la même chose, sauf que vous n'entendez pas la personne de Burger King qui dit OK Google. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver cette vidéo-là, qui est un proof of concept de ce qui s'appelle la Dolphin Attack. Comment ça se passe? Imaginez que votre assistant vocal puisse entendre des choses que vous, humains, ne puissiez entendre. Vous ne pouvez pas entendre ce qui se dit. Dans cette vidéo-là, c'est simple, le use case, on a un humain qui va dire « OK Google, appelle le 01 43 00, tac, tac, tac », ça va faire l'action. Et juste après, on lance un dispositif qui va envoyer la même commande vocale, sauf que on n'entendra rien. Et donc il y a un petit capteur qui montre qu'il y a des ondes qui transitent, et on voit l'iPhone, en l'occurrence, qui se met à répondre à cette commande vocale. Donc là, on est sur l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on est capable, sans que nous, utilisateurs, on puisse comprendre ce qui se passe, ça peut effectuer des actions. Donc là, quand je dis que nos assistants qu'on aura au quotidien, qui ont des oreilles, il va falloir les protéger, c'est pour ce type d'attaque. J'ai dit aussi qu'ils pouvaient avoir des yeux. Qu'est-ce qui se passe quand un assistant a des yeux? Eh ben, on peut aussi lui faire faire un peu n'importe quoi, notamment avec les adversarial examples. Ce sont des illusions d'optique pour les machines. Concrètement, ça, c'est un panda. Je suis à peu près 57% sûr que c'en est un avec mon algorithme. En modifiant certains pixels de l'image, je suis capable de lui faire croire à quasi 100% que c'est un singe. Donc imaginons que dans les années à venir, nos assistants, qui seront peut-être dans des lunettes, un peu comme les Google Glass, imaginons qu'on ait un assistant qui est capable de traiter du flux vidéo en temps réel, de ce qu'il voit, et qui essaye de trouver de l'information pour nous aider, peut-être dans la rue, je cherche un restaurant, je regarde à quelle adresse je suis, donc il va commencer à traiter en temps réel des flux vidéo. S'il y a des petits malins qui s'amusent, je ne sais pas, à truquer un peu les images, et nous, humains, on se dira non, mais c'est un panda, mais qu'en fait, il y a une faille de sécurité qui nous dit non, c'est pas un panda, c'est autre chose, je ne sais pas quoi. On peut imaginer plein de failles comme ça. Alors ça, c'est la phase qui fait peur. Je suis désolé. Et on va aller un peu plus loin. On va considérer qu'ok, on a notre assistant, c'est sécurisé. On a envie d'interagir avec lui. Alors, tous les matins, je fais OK Google, bonjour à mon téléphone pour avoir les actualités de la journée. Et là, ce qui se passe, c'est que ma femme, elle me regarde d'un œil un peu bizarre. Parce qu'en fait, pour elle, que je parle devant une machine ou que je parle à une machine, elle n'est pas aussi technophile que moi et trouve ça un peu bizarre. Et c'est vrai que typiquement, moi, je ne me sens pas forcément à l'aise pour parler à mon téléphone, dire OK Google quelque chose, dans les transports en commun. Je suis encore en mode tactile. D'ailleurs, ce mode tactile, on est tous d'accord que c'est l'évolution qu'il y a eu après le clavier-souris. On est passé du clavier-souris au tactile avec nos smartphones, et là, on est en train d'aller vers de la recherche vocale, de l'interaction vocale. Il faut savoir que 20% des recherches sur Google sont maintenant faites à la voix. On se dit que c'est vraiment une transition qui se fait, donc c'est pour ça qu'on a des assistants vocaux qui commencent à apparaître dans nos maisons. Maintenant, la voix, moi je trouve que c'est un côté qui n'est pas forcément très intime, et surtout de parler à du vide, c'est un peu compliqué. Donc je me suis posé la question suivante. Est-ce que, au lieu de parler comme ça à un téléphone, c'est un peu bizarre, hein, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de matérialiser cet assistant du futur, sous forme d'avatar? Donc un avatar, une représentation physique ou visuelle de cette fameuse intelligence artificielle.
Alors, on a des technologies déjà maintenant qui sont la réalité augmentée. Donc, on est capable d'insérer un personnage virtuel dans du réel. Donc, on pourrait imaginer qu'avec nos lunettes connectées avec assistant dedans, on pourrait se projeter à côté de nous, notre assistant. Et si j'avais d'autres personnes avec moi qui ont des lunettes comme moi, on pourrait tous voir nos assistants. Ça serait sympa. Et du coup, converser avec lui, j'aurais peut-être l'air un peu moins débile. C'est pas sûr. On pourrait imaginer des hologrammes. On pourrait se dire que là, il n'y a pas besoin de lunettes. Je prends mon téléphone, je lance mon OK Google et j'ai un hologramme. Et on est tous capables de voir à qui je parle. Peut-être que ma femme, là, elle me dirait oui, il parle à son hologramme, c'est normal. Et là, je me dis, un hologramme, une intelligence artificielle, Microsoft, Cortana. Ça, c'est Cortana. Cortana, c'est une intelligence artificielle holographique dans un jeu vidéo qui s'appelle Halo, qui était disponible sur les machines Microsoft. Cortana, c'est l'assistant qui aide le héros du jeu, le Master Chief, dans ses missions. C'est-à-dire qu'il y a de l'interaction, elle lui donne des informations sur sa mission, sur là où il doit aller, elle est aussi capable d'interagir avec des systèmes externes. Ça ressemble quand même vachement à ce qu'on appelle les assistants d'aujourd'hui. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais Cortana, ok, il y a l'assistant de Microsoft, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réutilisé cette image de Cortana, du jeu vidéo. Pourtant, le storytelling, il était fait. C'est-à-dire qu'il y a la communauté des gamers qui aurait pu s'investir dedans, c'est-à-dire oui, bah, Cortana, c'est évident, on la connaît depuis des années, Halo, c'est sorti dans les débuts des années 2000, et pourtant, Microsoft n'a pas choisi de garder cet avatar pour son assistant virtuel. Je me suis posé la question et j'ai une piste. Qui connaît le principe ou le concept d'Uncanny Valley ou de vallée dérangeante? Un peu plus de personnes. La vallée dérangeante, c'est une théorie d'un roboticien japonais qui dit que quand on cherche à rendre le plus humain possible un robot, tous ces petits défauts vont nous paraître monstrueux. Il y a une superbe courbe qui représente ça. Je vous la décris. Sur l'axe des abscisses, on a ce qui va ressembler le plus possible à un humain. Donc à gauche, on va avoir par exemple un robot industriel. Ça ne ressemble pas du tout à un humain, ce n'est pas du tout humanoïde. Tout à droite, on a un humain. Et entre les deux, on a par exemple un zombie. Ça ressemble à un humain, ça n'en est pas un. Sur l'axe des ordonnées, on a la sympathie qu'on peut éprouver avec ce qu'on a en face de nous. Donc typiquement, un robot industriel, ça ne nous fait pas peur, mais ça ne nous évoque pas de sympathie. Un humain, donc tout ce qu'il y a en haut à droite, on éprouve de la sympathie. Par contre, il y a un creux. Vous voyez qu'un robot humanoïde, on peut éprouver de la sympathie, en tout cas pas de la peur, mais on a la vallée dérangeante, c'est-à-dire là où la courbe s'effondre. Par exemple avec un zombie ou avec un macabé, là, ça ressemble à un humain, ça fait peur, on n'a pas de sympathie. Pour matérialiser ça, voici avec des petites images. Okay, donc moi, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils n'ont pas voulu encore mettre en avant une image humaine d'un avatar, parce qu'il y a peut-être encore un blocage psychologique. C'est-à-dire que même si ça ressemble à quelque chose, se rapprocher de l'humain, et on tend à le faire, mais si c'est pour que ça ressemble à ce genre de choses, donc là, en haut à droite, vous avez justement le fameux scientifique japonais, donc lui avec son robot qui lui ressemble, et on voit que ça ressemble à des humains. Et pour autant, ça ne donne pas forcément envie d'interagir avec eux. Donc même si dans les moteurs actuellement, dans les jeux vidéo, on a un réalisme, même avec du réalisme temps réel, sur une représentation, on aura toujours un doute, c'est est-ce que c'est un humain, pas un humain, ça ressemble et ça coince. Donc peut-être qu'il ne faut pas du tout avoir de représentation d'un assistant. Mais si on ne peut pas se le représenter, si on ne peut pas lui parler à cet assistant, comment on va améliorer notre façon d'interagir avec lui? Est-ce que finalement, au lieu d'écrire, au lieu de toucher son téléphone, au lieu de parler, est-ce qu'il ne fallait pas juste penser à ce qu'on veut faire? Et là, actuellement, des grands acteurs comme Facebook
comme Elon Musk, donc Elon Musk qui est à la tête qui a monté PayPal, maintenant Tesla, ces grands acteurs-là se lancent dans cette interface neuronale. Facebook a plus de 60 ingénieurs qui cherchent à atteindre un objectif qui serait de capter les mots qu'on pense et de les traduire en texte. L'objectif, ça serait 100 mots par minute. Donc imaginons qu'on puisse capter ce qu'on pense sous forme de mots, qu'on puisse le traduire sous forme de texte, et après lancer une commande avec notre assistant, on y est. Le département de la DARPA, qui est la branche recherche du département de la défense américaine, on fournit des récompenses jusqu'à 60 millions de dollars pour des groupes de chercheurs pour qu'ils puissent développer ce genre de choses. Donc c'est vraiment des choses qui sont en phase de recherche actuelle. Et actuellement, le type de casque qu'on pourrait envisager, c'est ça. Et on se dit que forcément, dans les années à venir, ça va se miniaturiser. Et finalement, ce qu'on voudrait, c'est que l'assistant disparaisse, qu'il soit plus sous forme de device, qu'il soit plus de façon vocale. C'est-à-dire que du coup, moi, dans mon RER, je serais complètement à l'aise à penser à écrire un texto de façon mentale et pas à dicter mon texto, parce que je n'ai pas envie de dicter mon texto dans le train. Et on va aller encore plus vite. C'est-à-dire qu'on gagnait du temps avec le tactile, on gagnait du temps avec de la voix, on pourrait gagner encore plus de temps dans les années à venir avec juste la pensée. Et du coup, on se rapproche de ce qu'on pouvait imaginer avec la série Black Mirror, c'est que tout vient de là. Donc, en conclusion, ce qu'il faut garder, c'est que forcément, ça va arriver. Là, on est aux prémices avec Google Home, Siri, Alexa, Cortana. Un petit focus, parce que s'il y a des failles de sécurité, ça va faire peur aux gens, ça ne sera pas adopté. On aura peur de les utiliser, on aura peur de les avoir sur nous, peur de les avoir chez nous et sur nous. On est passé du clavier-souris au tactile, du tactile au vocal, et qu'on passera forcément du vocal au neuronal et au mental. Que la personnification de l'assistant n'est peut-être pas forcément sur le chemin. Il n'y a peut-être pas vraiment besoin de savoir à quoi ressemble Siri ou Google Home ou Cortana. Parce qu'au final, ça se trouve, cet assistant, ça sera nous-mêmes. On sera des humains augmentés. On n'aura pas besoin de s'adresser à quelque chose, mais juste besoin de le penser. Le meilleur assistant, c'est vous. J'ai terminé. J'attends vos questions. Tu dis qu'on passera forcément du vocal au neuronal. Est-ce qu'on a des preuves tangibles de ça? Est-ce qu'on en est sûr? On n'est sûr de rien. Par contre, si je te demande combien de temps tu mets à penser à ce que tu vas écrire et le moment où tu dois l'écrire, ou même le taper sur ton clavier, tu vois qu'il y a un gain de temps extraordinaire. Là, tu vois, si je pense juste à écrire à quelqu'un en disant « ma présentation Xebicon, c'est terminé, envoyez le message », là, j'ai pris du temps à te le dire, j'irai encore plus vite à le penser. Donc je pense que c'est vraiment une voie. Et si quelqu'un comme Elon Musk se dirige là-dedans et a créé sa boîte, donc Neuralink, en 2016, c'est vraiment récent, 2016, c'est l'année dernière, on imagine avec ses ambitions ce qu'il peut faire dans 5 ans. Oui. Moi, j'ai une petite question en plus, c'est que c'était très intéressant la présentation, mais il y a un sujet qui est un peu passé sous silence, en ce moment fait beaucoup réagir, c'est la question de l'intelligence artificielle qui pourrait éventuellement apparaître dans ces assistants. Parce que là, dans la présentation, on part du principe qu'ils vont encore nous obéir au doigt à l'œil, mais peut-être que demain, ça peut changer avec l'intelligence qui peut arriver dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors justement, j'ai parlé de Black Mirror en introduction. J'aurais pu parler du film Her avec Joaquin Phoenix. Mais là, pour moi, on est plus dans la relation, dans l'échange plutôt que dans le fait de donner des ordres. Quand on regarde le film, il crée une véritable relation amoureuse. Et ce n'est pas vraiment cet axe-là que je voulais aborder. Moi, je pense qu'on va continuer de leur donner des ordres parce qu'en fait, le but, c'est qu'ils nous aident et qu'ils nous aident le plus rapidement possible. Typiquement, là, on est en 2017. Quand je demande à Google Home de faire une action, peut-être 3 fois sur 4, je dois m'y reprendre à plusieurs fois parce qu'il n'est pas super efficace. Parce qu'il y a du bruit, parce que j'ai mal prononcé, parce que même il n'a pas compris ma requête. Et il y a des sociétés qui, actuellement, sont en train justement de réduire le temps de traitement.
C'est-à-dire que je suis en train de faire ma commande, ils sont déjà en train de calculer les résultats pour que dès que j'ai fini ma phrase, à partir du moment où j'ai mis mon point vocal, j'ai terminé ma phrase, j'ai déjà le résultat. Donc je pense qu'on est toujours sur un axe de ils vont nous obéir, mais ils vont être plus efficaces. Quand on fera des requêtes complexes du type « je veux un restaurant à 3 km avec un nombre d'étoiles, avec une note de au moins 3 étoiles qui soit ouvert à partir de 18 heures », donc là j'ai plein de critères de recherche, j'ai besoin d'une réponse qui soit bonne et qui soit donnée rapidement. Donc c'est pour ça que je pense que dans un premier temps, on va continuer là-dessus. Il faut qu'ils nous aident. C'est le number one. Le critère number one, c'est avoir l'information rapidement. Et ça fait... Il y aura de l'intelligence artificielle dans la constitution des résultats. Mais pas forcément dans est-ce qu'il va me parler et me comprendre. Oui, alors moi j'avais une question, justement, on a parlé un tout petit peu de transhumanisme, sortir un petit peu de l'IT et parler un petit peu éthique. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que ça creuse un peu plus les écarts de classe sociale qui sont déjà existants et que l'accès à cette technologie ne soit pas réservé à tout le monde et que, par exemple, pour accéder à un certain poste, il faudra avoir l'implant dernière génération. Qu'en penses-tu ? Alors, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous conseille à tous de regarder Black Mirror parce que ça pose des questions éthiques et le futur qu'on nous montre n'est pas finalement très engageant. Je suis concerné par ces sujets-là. Je ne suis pas technophile à tout prix non plus parce qu'effectivement, il y a des dérives. Tu parles de l'accès à l'information ou l'accès effectivement à... Si on est des humains augmentés, ceux qui peuvent se payer les meilleures technologies seront plus augmentés que les autres. Et ça dépendra que de l'argent qu'on y mettra. Donc effectivement, ce n'est pas forcément un futur qui me fait super envie, mais je pense qu'on va y aller. Donc les questions, il faut qu'on se les pose dès maintenant. Et voilà. Quand vous regarderez Black Mirror, vous serez peut-être un peu flippé. Ça sera intéressant. C'est terminé, donc la dernière question, on peut se la poser juste après. Merci à tous.